Bienvenue pour cette exploration de l'histoire assez incroyable de Paris. On va essayer de dégager l'essentiel, de comprendre comment la ville lumière s'est façonnée. C'est un sacré programme, hein. Oui, on oublie souvent que ça commence bien avant les Gaulois connus. Des traces humaines, moins 8000 avant Jésus-Christ. Mais bon, ce sont les Parisis, vers 250 avant Jésus-Christ, qui donnent vraiment le nom. Exactement, cette tribu gauloise sur les rives de la Seine. Et ensuite, c'est Lutèce. Les Romans arrivent, fondent la ville gallo-romaine, puis le christianisme au IIIe siècle, Saint-Denis, Montmartre, ces légendes. Tout à fait. Mais alors comment on passe de Lutèce à Paris? Ah, ça c'est intéressant. C'est après les invasions germaniques, fin du IIIe siècle. Les habitants, ils se réfugient sur l'île de la Cité. C'est plus facile à défendre, quoi. Logique, oui. C'est là en fait que le nom change, ça devient Civitas Parisiorum, la cité des Parisis. Et puis, Paris, tout simplement. D'accord. Et Clovis arrive ensuite. Voilà, Clovis Ier, roi des Francs, il en fait sa capitale en 508. Et là, le destin politique de Paris est scellé, si on veut. Et le Moyen-Âge. Waouh. Paris devient énorme, c'est ça? Ah oui, carrément le plus grande ville d'Europe, un centre religieux majeur, commercial aussi. C'est l'époque où naît l'architecture gothique. Notre-Dame, bien sûr, dès 1163. Saint-Denis, avant ça. C'est ça, la basilique Saint-Denis, avec Sugère, et la Sainte-Chapelle de Saint-Louis. Et puis l'université, sur la rive gauche. Déjà cette organisation très claire. Absolument. La cité, c'est le roi. La rive gauche, c'est le savoir, les étudiants, les moines. Et la rive droite, le commerce, l'argent. Avec la fameuse anse parisienne des marchands d'eau. Une guilde puissante. Très puissante. Mais bon, le Moyen-Âge, c'est pas que ça. Il y a eu la peste noire, terrible. Et puis la guerre de Cent Ans. Avec l'occupation anglaise même. Bien sûr. Entre 1420 et 1436. Exactement. Des périodes très sombres pour la ville. Ensuite, la Renaissance. Le roi revient à Paris. Oui, François Ier ramène la cour au XVIe siècle, Paris redevient un pôle intellectuel, capitale de l'imprimerie, le Collège de France. On reconstruit, on embellit le pan Notre-Dame, l'hôtel de ville. Mais les guerres de religion arrivent et freinent tout ça. Oui, ça secoue énormément. Mais Henri IV, à la fin du siècle, il relance la machine. Le Louvre continue, il crée la place royale. La future place des Vosges. Voilà. Puis sous Louis XIII, avec Richelieu, on a le palais cardinal, le futur palais royal. On aménage l'île Saint-Louis. Et Louis XIV. Il part à Versailles. Mais il n'oublie pas Paris. Ah non, loin de là. Même à Versailles, il lance des projets immenses. Il termine enfin le Louvre, il construit les Invalides, la place des Victoires, la place Vendôme. Et surtout, il abat les vieux murs médiévaux. Pour faire les grands boulevards. C'est ça, avec les portes Saint-Denis, Saint-Martin. Symboliquement, c'est fort. La ville s'ouvre. On arrive au XVIIIe siècle. Paris, capitale des Lumières. L'encyclopédie, les cafés comme le Procope, où ça débat ferme. Exactement. C'est l'effervescence intellectuelle. Et de grands monuments aussi. Le Panthéon, l'école militaire. Mais on sent la tension monter avant la Révolution, non? Ce mur des fermiers généraux? Ah oui, ce mur d'octroi pour taxer les marchandises. Très impopulaire. Ça a sans doute mis de l'huile sur le feu. Et puis, la révolution éclate. Et Paris est au centre de tout. Complètement. C'est la scène principale. Des lieux changent de fonction. Le Panthéon devient un temple républicain, le Louvre devient un musée. C'est une période de transformation intense. Qui se termine avec Napoléon Bonaparte. Oui, son coup d'État. Et lui aussi va marquer Paris. Beaucoup de monuments militaires, l'Arc de Triomphe commence, mais aussi des choses utiles, comme le canal de l'Ourcq pour l'eau potable. Et la ville continue de grandir au XIXe siècle. Jusqu'à la transformation la plus folle, peut-être. Haussmann. Ah oui, alors là, Haussmann, sous Napoléon III, Second Empire, c'est une métamorphose incroyable, entre 1852 et 1870 en gros. On rase tout ou presque. On rase les vieux quartiers médiévaux, jugés insalubres, dangereux aussi peut-être pour le pouvoir, et on perd ces immenses avenues rectilignes pour l'hygiène, la circulation et le contrôle. C'est le Paris qu'on connaît largement aujourd'hui. En grande partie, oui. Et c'est aussi là, en 1860, que Paris annexe les communes autour et atteint ses limites actuelles. Ça, c'est fondamental. Et puis, l'essor industriel, les grands magasins, Le bon marché. une révolution commerciale. Tout à fait. Ça change tout. Vient ensuite la Belle Époque, fin 19e, début 20e. L'âge d'or culturel. Montmartre, les artistes. Oui, Renoir, Picasso, au bateau Lavoir. C'est l'effervescence artistique et les expositions universelles, Celle de 1889. avec la Tour Eiffel. Bien sûr. Et celle de 1900, avec le Grand et le Petit Palais, le pont Alexandre III. Le cinéma aussi, qui naît publiquement à Paris avec les Frères Lumière.
Une période faste, mais qui arrive après des moments très durs. Exactement. Faut pas oublier la défaite de 1870 contre la Prusse, le siège terrible de Paris et surtout la Commune de Paris en 1871. Une guerre civile, écrasée dans le sang pendant la Semaine sanglante. C'est une cicatrice profonde. Le Sacré-Cœur est construit juste après d'ailleurs. Oui, sur la butte Montmartre, lieu symbolique de la Commune, vu comme un acte de repentance nationale par certains. Le XXe siècle n'est pas en reste avec les deux guerres mondiales. Non, hélas. La première guerre, les taxis de la Marne. La seconde, c'est l'occupation de 1940 à 44, le rationnement, les rafles, mais aussi la résistance, et enfin la libération. Mais entre les deux guerres, il y a eu les années folles. Ah oui, folie. Montparnasse prend le relais de Montmartre. Hemingway, Joséphine Baker, le surréalisme qui naît. Une période bouillonnante. Et après 1945, La reconstruction. Oui, et surtout la crise du logement. C'est le développement massif des banlieues avec les grands ensembles, les HLN. On crée le quartier d'affaires de la Défense juste à côté. Et pour relier tout ça, le RER, le périphérique. Paris intramuros perd des habitants à ce moment-là. Oui, un déclin démographique, puis ça se stabilise. Et c'est aussi l'époque des grands projets présidentiels qui vont marquer le paysage. Pompidou, Orsay dans l'ancienne gare, le Grand Louvre avec la pyramide, l'Opéra Bastille, la Bibliothèque nationale. Voilà, chaque président veut laisser sa marque culturelle. Et on arrive au XXIe siècle, encore de nouveaux musées, Quai Branly, Fondation Louis Vuitton, la Philharmonie, mais aussi des défis plus sombres. Oui, les émeutes urbaines de 2005 qui ont marqué les banlieues, puis les attentats terroristes de 2015 qui ont frappé Paris au cœur. Et ce projet du Grand Paris, c'est la nouvelle étape. C'est l'idée, oui. Repenser la métropole dans son ensemble, Paris et sa banlieue, pour mieux l'intégrer, la moderniser. Ça touche au transport, au logement, à l'économie. C'est un chantier énorme pour le XXIe siècle. Finalement, de Lutèce à ce Grand Paris en projet, l'histoire de la ville, c'est une suite ininterrompue de métamorphoses, parfois douces, souvent radicales. C'est ça qui est passionnant. Cette tension constante à Paris entre un patrimoine absolument unique, écrasant même parfois, et ce besoin vital de se réinventer, de se projeter dans l'avenir pour rester Paris, une capitale mondiale, dynamique. Le Grand Paris, c'est juste le dernier acte de ce dialogue permanent entre la ville et ses passés multiples.